fais-le. Bonjour à tous, et bienvenue sur la vidéo inaugurale de ma chaîne YouTube. Vidéo dont le sujet m'aurait été soufflé par l'actualité, puisque si vous suivez la presse crypto, il y a peu de chances que vous soyez passé à côté d'un événement qui a eu lieu le mois dernier, c'est-à-dire en septembre 2020. Et cet événement, c'est le déploiement du mainnet du projet Avalanche et la release de son token associé, le AVAX. Alors en deux mots, Avalanche, qu'est-ce que c'est? C'est un projet qui est porté par un BG timide qui s'appelle Emir Günserer et qui vise à déployer une plateforme de smart contract décentralisée, le tout dans un esprit très finance décentralisée, très DeFi. C'est donc ce qu'on appelle dans le milieu un énième Ethereum killer. Je précise que je ne vais pas aujourd'hui parler de la technologie d'Avalanche, que ce n'est pas le sujet de ma vidéo, mais que je vais m'intéresser aux articles qui ont accompagné ce projet. Parce que des articles, on en a eu. Et quand on se penche dessus, on se rend compte que ce sont des papiers très particuliers, puisque ce sont des publi-reportages, c'est-à-dire des articles rémunérés. Et ça, si on a un peu d'esprit critique, ça pose question. Parce qu'on se trouve à la croisée de deux mondes. Le monde de la finance, ce que vous faites de votre pognon, et celui de la publicité. Alors autant on peut gloser pendant des heures sur la place de la rationalité dans la finance, autant la publicité est un médium qui, par nature, ne s'adresse pas à votre intelligence, il ne s'adresse pas à votre raison. C'est même le contraire, la publicité, ça consiste en la diffusion d'un message qui va chercher à vous manipuler pour déclencher chez vous, par exemple, une pulsion d'achat. Et voilà, on tient notre sujet, ça va parler de droit, de publicité, de finance, de confiance et de manipulation. Alors vous allez voir, ça va être très rigolo, j'ai appris plein de trucs et j'espère que vous aussi. Vous écoutez Faonolophone, le président du forum finance de jeuxvideo.com, et aujourd'hui, je me fais des potes. De quoi parle-t-on au juste? Eh bien, nous allons jeter un œil à ces articles. Et pour illustrer mon propos, je vais citer un article du Journal du Coin, qui est un site de qualité que je fréquente quasi quotidiennement, et sur lequel on peut lire ceci. Nouvel Ethereum Killer, point d'interrogation, le mainnet d'Avalanche, AVAX, sera lancé le 21 septembre. C'est un article de Morgan Fouque, je crois que ça se prononce comme ça, en date du 17. C'est un article court et très informatif, avec un côté pratique, et on remarque qu'il ne se signale pas comme étant du publi rédactionnel. Par contre, il nous propose un lien vers un autre article de Morgan Fouque, article qui lui se propose de nous apprendre tout ce qu'il faut savoir sur Avalanche et sa crypto-monnaie AVAX. Alors là, on est face à un article beaucoup plus long, très technique, avec de beaux schémas et de belles photos, mais toujours la quasi-absence de distance critique. Et pour cause, à la fin de l'article, on peut lire cette phrase, rédigée en italique. Cet article vous est proposé en collaboration avec Avalabs dans le cadre de leur campagne de subvention communautaire. Alors la première fois que j'ai lu ça, je me suis demandé ce que ça voulait bien dire, et j'ai mis quelques secondes à me rendre compte que ouais, ça veut dire que c'est une pub quoi. Si on veut en apprendre un peu plus à ce sujet, il faut aller sur le site d'Avalabs, qui est l'entreprise qui gère la communication du projet Avalanche, et où on nous propose tout de suite, via un gros bouton rouge, de demander des subventions. Bon bah moi je suis jamais le dernier à gratter un billet, alors c'est parti, on va le faire. On va voir quelles sont les subventions proposées, et donc comment on peut se faire de la maille avec Avalanche. Vous voyez que différentes options nous sont proposées, on peut mettre en place un exchange décentralisé, mettre en place des prêts ou encore des stablecoins. Certaines subventions sont ouvertes et d'autres ne sont plus disponibles. Néanmoins, rien qui ne parle de rédaction d'articles, pour cela il va falloir fouiller un peu, et c'est sous l'onglet « Proposer une subvention » que je vais pouvoir candidater. À catégorie de projet, on va avoir un menu déroulant dans lequel on va pouvoir choisir la sensibilisation, ce qui visiblement recouvre les vidéos éducatives ainsi que le contenu rédactionnel. Et tout de suite ce qui frappe, c'est le choix de mots, parce que Avalabs nous propose des subventions pour mettre en place des campagnes de sensibilisation via des vidéos éducatives. Le marketing d'Avalanche a donc choisi, et c'est un choix comme un autre, d'adopter le vocabulaire des politiques publiques. Le deuxième élément qui doit attirer notre attention, c'est la modalité de rémunération. Avalabs achète sa publicité en équivalent dollar certes, mais matériellement en jetons AVAX. Ce choix est tout à fait assumé et il figure en toutes lettres dans la documentation de leur ICO. Alors je me doute bien que les auteurs des articles que je vous ai lus ne sont pas passés par ce formulaire, ils ont été contactés par d'autres canaux. Mais il ne fait aucun doute que nous sommes face à une campagne marketing utilisant le publi rédactionnel. Qu'est-ce donc que le publi rédactionnel? Tout le monde ne le sait pas. Eh bien, il va s'agir d'une forme de publicité particulièrement sournoise, puisque l'idée c'est de faire du marketing, mais sans en avoir l'air.
Concrètement, ça va être en prenant l'apparence d'un travail journalistique. Ce n'est pas une pratique particulièrement nouvelle, mais on peut dire qu'elle a pris de l'ampleur ces dernières années dans un contexte plus global de crise de la presse et de crise de son financement. Sur le site de Critique Média Arrêt sur Image, on peut trouver un article de 2013 qui fait état de la conversion du très sérieux Forbes à la pratique du publi rédactionnel, avec l'idée censée valider la pratique que le lecteur sait de toute façon faire la différence. Mon avis sur le publi rédactionnel, il est simple, c'est une aberration et nous ne devrions pas accepter que cela existe. Et je suis pas seul à penser ça, je base mon rejet sur un truc de vieux qui sont les règles de déontologie journalistique. Dans la charte des devoirs professionnels du journaliste français, telle que rédigée en 1918, on peut lire ceci. Un journaliste, digne de ce nom, ne signe de son nom une réclame commerciale ou financière. Cette charte a été rédigée en 2011 et nous dit désormais « Un journaliste digne de ce nom refuse et combat comme contraire à son éthique professionnelle toute confusion entre journalisme et communication. » Il y aurait d'ailleurs beaucoup de choses à dire sur cette nouvelle rédaction qui est un petit peu une façon de faire moins en parlant plus. Il n'empêche que, sans équivoque, la profession rejette la pratique. En ce qui nous concerne, ce qui est particulier, c'est que nous parlons de finance, nous parlons de publicité en faveur d'un produit financier. Et on pourrait s'imaginer qu'à ce titre, des règles particulières s'appliquent. La question se pose donc, est-ce bien légal et les sites qui publient ces articles prennent-ils des risques? Je ne vais pas faire durer le suspense, ils n'en prennent aucun. Enfin, quasiment aucun. Très bien, prenons une minute pour expliquer tout ça. La première question que nous pouvons nous poser, c'est existe-t-il une loi ou une réglementation qui interdise la diffusion d'un publi-reportage concernant un produit financier? La réponse est non. J'ajouterai cependant 2 réserves. La première, c'est que cette publicité, comme toutes les publicités, doit être identifiable en tant que telle. Autrement, elle tomberait sous le coup de l'article L121-3 du Code de consommation, qui caractérise comme trompeuse toute pratique commerciale dissimulant sa véritable intention. Ensuite, elle se doit, comme publicité financière, de respecter un certain cadre, et ce cadre, il va être fixé conjointement par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, et par l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce cadre, le voici, la publicité financière doit se plier à des exigences de clarté, d'exactitude et être non trompeuse. Derrière la clarté, on va retrouver l'idée qu'elle doit être reconnaissable en tant que communication publicitaire, nous l'avons déjà vu, et derrière le caractère non trompeuse, on a l'idée qu'elle doit être équilibrée en permettant aux clients d'évaluer les avantages et les risques associés aux produits promus. Toute publicité financière s'éloignant de ces critères risquerait de mettre ses diffuseurs en délicatesse avec l'AMF. Alors à ce stade, il faudrait demander l'avis d'un spécialiste du secteur, ce que je ne suis pas. Mes maigres recherches ne révélant pas un contentieux foisonnant, on peut dire que le risque légal est très faible et même peut-être négligeable. Mais je sais que tout cela peut vous sembler abstrait, alors je suis allé chercher un bon publi-reportage. Enfin non, ça n'existe pas, mais je suis allé chercher un publi-reportage qui respecte la loi. Et j'en ai trouvé un qui concerne Avax et qui a été publié sur le site The Coin Tribune, un site qui a le mérite d'exister. C'est un article signé Helmut Banner et au titre très sobre « Avax plus fort qu'Ethereum, obtenu 10% de dividendes stacking sur le projet crypto 2020 ». Article dans lequel on va très rapidement distinguer un paragraphe qui est rédigé en italique. Ce paragraphe le voici, avertissement, cet article sponsorisé vous est proposé en partenariat avec la société Phil Mining. Les investissements crypto sont risqués par nature, faites vos propres recherches et n'investissez que dans les limites de vos capacités financières. Cet article ne constitue pas une incitation à l'investissement. Et on retrouve tout ce dont nous avons parlé précédemment, parce que c'est un paragraphe clair qui se détache, qui équilibre la balance, on va dire. Ce n'est pas directement une publicité pour Avalanche, mais pour la société Phil Mining qui propose des solutions de stacking et qui, très intelligemment, profite du plan marketing d'Avalabs. Et donc je pense que dans l'équipe de Phil Mining, il y a un juriste qui a au moins relu la publicité avant publication, pour la rendre conforme. Voilà, on a fini avec le droit, je vous jure qu'on n'en parle plus, mais c'était pour moi important de passer par là, ne serait-ce que pour expliquer qu'il n'y a rien de dramatique. Et de quoi tu te mêles? C'est vrai ça? Pourquoi tu fais cette vidéo, si ce n'est pour lancer ta chaîne YouTube sur un drama moisi? Qu'est-ce que ça peut te foutre de comment ces gens font leur argent? Bon, alors déjà, je fais ce que je veux, et ensuite, non, tout cela n'est pas futile, tout cela n'est pas anodin. Laissez-moi vous raconter une histoire. En 1891, Émile Zola publie L'Argent.
et c'est le grand roman de la finance sous le Second Empire. Et on va en reparler de ce livre, oh oui mes cochons, on va en reparler. Mais pour aujourd'hui, je vais me contenter de citer un extrait, et cet extrait le voici. L'action se passe en 1864, et le Bernard Tapie de l'époque fonde et gère la communication de sa banque crapuleuse. C'était lui qui venait d'organiser toute une vaste publicité autour de l'universel. Parmi les petites feuilles financières qui pullulaient, il en avait choisi et acheté une dizaine. Les meilleures appartenaient à de louches maisons de banque, dont la tactique très simple consistait à les publier et à les donner pour 2 ou 3 francs par an, somme qui ne représentait même pas le prix de l'affranchissement. Et elles se rattrapaient d'autre part, trafiquées sur l'argent et les titres des clients que leur amenait le journal. Sous le prétexte de publier les cours de la bourse, les numéros sortis des valeurs à l'eau, tous les renseignements techniques utiles aux petits rentiers, peu à peu des réclames se glissaient, en forme de recommandations et de conseils, d'abord modestes, raisonnables, bientôt sans mesure, d'une impudence tranquille, soufflant la ruine parmi les abonnés crédules. Alors ce qui est décrit dans ces lignes, c'est une forme particulière d'arnaque qu'on appelle l'arnaque à la feuille de bourse. L'idée, c'est que les financiers vont acheter des espaces publicitaires dans des journaux établis. On peut dire que les financiers vont faire du publi-reportage. Et ils vont en abuser ensuite, parce qu'ils vont se coordonner pour monter de toutes pièces une mode, une hype, une mania, une fièvre d'achat, qui va surtout cibler les bourses de province, parce qu'il sera beaucoup plus simple de leur donner une fausse impression de ce qu'il se passe à Paris. Alors, c'était il y a 150 ans, mais ce sont des pratiques en réalité très actuelles, parce que dans beaucoup de choses, mais surtout en finance, eh bien, c'est toujours la même chose. On a très rarement des surprises. D'autant que la bourse du Second Empire ressemble particulièrement au marché des cryptos, ne serait-ce que par la quasi-absence de régulation. Alors entendons-nous bien, je ne suis pas en train d'accuser Avalanche et The Coin Tribune d'organiser un pump and dump géant. Mon propos en vous citant Zola, c'est de vous montrer que journalisme, finance et publicité, ça peut être un cocktail explosif. Mais je sais que ce genre de référence ne parle pas à tout le monde, alors je vais essayer de trouver des exemples plus contemporains. Que dirions-nous si le Figaro publiait dans ses pages saumon un article dithyrambique sur la santé du groupe Lagardère, mais que nous apprenions plus tard que cet article était en réalité une commande du groupe Lagardère, rémunéré en titre Lagardère. Nous serions hilars, on dirait, mais vraiment là, l'ancienne finance, ils se foutent de notre gueule, qu'est-ce qu'on est mieux? Alors que, basiquement, c'est ce qui se passe chez nous. Les plus malins me répondront que le Figaro est détenu par le groupe Dassault, oui certes, mais c'est pour l'exemple. Et c'est d'autant plus grave que rien, ou alors vraiment pas grand-chose, ne nous empêche de faire ça. On évolue dans un espace, et plaise à Dieu que ça continue comme ça, dans un espace plutôt libre, plutôt horizontal, plutôt communautaire. Et ça, c'est en fait très lourd d'implications parce que, comme le dit l'indispensable Tristan Edern Vaquette, l'idéal libertaire est aristocratique. Soyez certain que je le regrette et que je ne parle pas de naissance ou de titre de race de culture ou de. Je dis juste que socialement la liberté ne peut pas rester sans morale, sans exigence, responsabilité ou sinon l'anarchie, qui à mes yeux est un joli mot, devient l'anarchie comme l'entend chacun, c'est-à-dire le chaos, un monde où les plus forts, les plus nombreux, les plus malins, je veux dire les crapauds les plus dégueulasses, gagnent toujours à la fin, alors ils ont gagné. À ce stade, je vais citer un livre que j'aime beaucoup, et ce livre c'est Bitcoin, la monnaie acéphale, d'Adli Takal-Bataille et Jacques Favier. Et c'est publié au CNRS Éditions. À un moment, nos 2 auteurs abordent un sujet fondamental quand on s'intéresse à ce genre d'écosystème. Et ce sujet, c'est celui de la confiance. Quels sont les enjeux de la confiance? Comment et pourquoi doit-on l'accorder? Alors, le livre nous explique que concernant Bitcoin, il y a 2 types de confiance. Il y a d'abord une confiance rationnelle, donc ça va être celle qui va concerner la capacité du protocole à dégager des transactions sécurisées. On peut dire que c'est une confiance technique qui repose sur les mathématiques, et on retrouve derrière cela le slogan non officiel de Bitcoin qui est Vires in numeris, la vérité dans les nombres. Mais il y a aussi, et je vais citer, au-delà de cette confiance rationnelle dans la solidité des mathématiques, il faut aussi une confiance politique dans la communauté complexe des gens qui utilisent le Bitcoin. Alors dans la foulée, le livre va citer les spéculateurs et les mineurs, mais cette communauté complexe englobe bien entendu les créateurs de contenu. Et cette confiance politique, eh bien, elle se mérite.
ou au moins elle se suscite. Mais cette exigence, eh bien, nous la devons à nous-mêmes, parce que nous devons être exigeants envers l'écosystème que nous sommes en train de bâtir. Mais c'est aussi un choix très terre-à-terre, parce que c'est une condition sine qua non de l'expansion de nos Ponzi. En un mot, ce n'est pas lui rendre service que d'être laxiste envers les pratiques de notre milieu. Alors en réalité, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand chose, et je vais essayer jusqu'à la fin de cette vidéo de mieux cerner les enjeux pour pouvoir dégager des solutions. D'abord, je ne veux pas qu'on m'accuse de faire un faux procès à la presse crypto francophone actuelle. Je veux dire que si je déguise ça en drama, c'est surtout pour faire du clic. Je ne suis pas ce qu'on appelle une bonne personne. De la même manière que ça vienne d'Avalabs ou de n'importe quelle autre grosse entreprise crypto, on s'en fout. Ça pourrait être une campagne de pub venant de Ripple ou du Bcash, ça serait exactement les mêmes problèmes. Et ouais, je dis Bcash, je te dis, moi aujourd'hui je me fais des potes. Les shows marketing d'Avalabs ne sont d'ailleurs pas critiquables en tant que tels, ils font bien ce qu'ils veulent. Le problème, il vient en réalité de la dissymétrie entre la puissance de frappe des très grosses entreprises crypto, et je rappelle que Avalabs a levé 42 millions de dollars pendant leur ICO. Puissance de frappe donc qui n'est même pas de la même échelle que la presse crypto qui par nature est une presse émergente, qui est encore en train de chercher son modèle économique et qui doit en plus se débattre dans un contexte plus global de crise de la valorisation de la presse. Et donc toutes ces petites entreprises, elles vont être tentées, pour survivre et pour dégager du profit, ce qui n'a rien de honteux, d'aller servir la soupe au gros, comme on dit. Il y a un autre point qui mérite d'être soulevé, c'est celui de la détention par le journaliste de la crypto dont il est en train de parler. Alors ça, selon moi, c'est vraiment un faux problème, parce que malgré tout, on reste un milieu d'enthousiastes. Et tout le monde sait que quand on parle avec enthousiasme d'une crypto, eh bien on en a. Et de toute façon, ici, la question ne se pose pas, puisqu'ils ont été rémunérés en AVAX. Mais c'est vrai que malgré tout, ça fait du journaliste un investisseur. En réalité, pour qu'un journaliste parle vraiment d'une crypto, eh bien, il faut qu'il en possède au moins un peu, parce qu'il faut bien qu'il ait testé l'écosystème qu'il nous présente. Il n'est pas aberrant qu'il ait voulu l'avoir au meilleur prix et qu'il essaye par la suite d'en tirer profit. En plus, si on devait pousser le raisonnement plus loin, on pourrait dire que tous ceux qui parlent en bien de Bitcoin et qui en ont ne font qu'essayer de faire monter les prix. Hein ? Quand même ? Non ? Bon, vous voyez que c'est un raisonnement qui ne va nulle part. Par contre, le vrai reproche que je vais pouvoir faire à la presse crypto, et ça va faire grincer des dents, c'est que entre vos papiers rémunérés et ceux qui ne le sont pas, il n'y a aucune différence. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème de fond, parce que souvenez-vous, en début de vidéo, quand je vous expliquais ce qu'était le public rédactionnel, je vous disais qu'un des seuls arguments qui soutient, qui valide la pratique, c'est que les gens sont capables de faire la différence parce que la syntaxe est différente, le ton est différent, le ressenti est différent. Bon, alors déjà, faudrait le prouver. Et ensuite, c'est assez paradoxal, parce que du coup, ça reviendrait à demander aux journalistes de sonner journalistes, mais pas trop. Pourquoi pas, hein ? En tout cas, je vous mets au défi, si je vous propose 2 articles, dont un a été flagué comme étant du publi-reportage et l'autre non, de deviner lequel était-ce. Finalement, la question qu'on doit se poser, c'est celle du titre, c'est celle du conflit d'intérêts. Mais le conflit d'intérêts dont je parle, ce n'est pas celui de l'homme politique corrompu. C'est celui, par contre, qui oppose les intérêts des différentes composantes de la communauté crypto. On peut très bien dire que les intérêts des projets émergents crypto ne sont pas les mêmes que les projets des entreprises de presse crypto, qui eux-mêmes ne sont pas les mêmes intérêts que les investisseurs. Et ça nous permet d'aborder un autre thème qui est aussi central à Bitcoin, qui est celui de la convergence des intérêts. C'est que si ça marche, si le protocole fonctionne, si peu ou prou jusqu'ici tout va bien, c'est tout bête, c'est juste que tout le monde s'y retrouve. Mais cet équilibre, en fait, il ne va pas de soi. Alors, on peut considérer qu'il se fait naturellement par la vie et mort des différents acteurs. Moi, je pense qu'il n'est pas interdit de nommer les choses, de nommer les problèmes pour essayer de dégager ensuite des solutions. Et c'est de ça dont il va s'agir dans la dernière partie de ma vidéo. Quelles sont les solutions que je propose ? Alors, quoi qu'on fait ? Déjà, pour les journalistes qui veulent continuer sur la voie du publi-reportage, respectez la loi. Astreignez-vous à publier quelque chose qui ressemble à l'encadré de la pub pour Film Mining, et puis tout ira bien. Parce que vos histoires de subventions communautaires, là, bon. Et pour le reste, il va falloir muscler votre style. Et ça va être super compliqué.
Parce que créer un style, c'est vraiment le truc le plus difficile à faire quand on crée du contenu. Et qu'en plus, on aborde un milieu et un sujet très très technique, donc on est très tenté de se cantonner à un style académique. Mais ce n'est pas pour autant impossible. J'ai un exemple en tête, c'est Canard Hardware PC, qui, tout en abordant un sujet extrêmement technique, donc les composants informatiques, arrive à avoir une patte, à avoir un style propre. C'est d'ailleurs pour ça que eux n'ont pas besoin de faire de publi-reportage. Bon, ça reste accessoire, parce que, en mon sens, la solution, elle viendra des investisseurs/consommateurs. En premier lieu, je pense qu'il est urgent que nous occupions l'espace. J'entends par là qu'il est urgent que nous, les non-professionnels du secteur, nous publions, nous participions à des forums, des blogs, des vidéos, ce que je suis en train de faire tout bêtement, que nous créions du contenu. Et ce, afin tout bêtement de réduire l'impact publicitaire en le diluant. Donc à vos plumes, à vos micros. En second lieu, et si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de ma vidéo, eh bien retenez ça. Il va falloir se mettre dans la tête qu'une information gratuite et indépendante, ça n'existe pas. Il va falloir qu'on ait le souci du modèle économique de l'information qu'on consomme. Il va falloir accepter d'être un acteur du financement de nos médias. Et il y a plein de façons différentes de le faire. Alors bien sûr, le plus simple c'est le don, parce que dans le milieu des cryptos, eh bien une adresse et c'est parti. Oui, je suis en train d'encourager au don justement quand je me lance sur une plateforme où la mendicité est reine. On voit clair dans ton jeu, monsieur Fono. Les adresses sont dans la description. Mais en réalité, les dons, dès lors qu'on s'inscrit dans une démarche professionnelle, eh bien ce n'est pas viable. D'abord parce que c'est très peu prédictible, et ensuite, même fiscalement, c'est un peu délicat. Alors il y a d'autres méthodes qui sont plus stables, plus intéressantes, plus discrètes et même plus indolores. Je pense à la désactivation de son bloqueur de pub quand on consulte les contenus. Ou alors, si vous aimez bien un média et qu'il lance du contenu sur abonnement, eh bien laissez-vous au moins tenter par l'offre de lancement. On peut aussi chercher des solutions plus spécifiques aux crypto-monnaies, et je pense à l'utilisation du navigateur Brave qui se propose de rémunérer le créateur du contenu qu'on est en train de consulter. Ce n'est qu'un exemple, je ne suis pas particulièrement pro-Brave. Path to the moon. L'idée est toute bête, c'est de rendre notre presse moins aliénée aux grandes puissances d'argent, qui sont de toute façon le propre de tous les milieux financiers. En un mot, la vraie solution, ce serait que les consommateurs se responsabilisent. Toutes ces considérations, je les avais pas vraiment en tête avant de travailler sur le sujet, mais une fois qu'on se penche sur la circulation de l'argent dans ces milieux, ça devient évident. Voilà, j'ai pu donner des leçons à la terre entière, c'était une bonne journée, on est jeudi. Alors c'est la première fois que je produis une vidéo de ce genre, c'est même la première fois que je produis une vidéo tout court. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, même si je ne m'attendais pas à autant de galères, en tout cas j'ai appris beaucoup de choses sur le tas. Je compte en tout cas réitérer l'exercice et puis entretenir cette chaîne autant que je le peux. Ce qui est sûr, c'est que je vais alterner des vidéos plutôt longues et travaillées, comme ce que je vous ai fait aujourd'hui, avec d'autres formats plus courts qui ressembleront à des vlogs, et même des lives, pourquoi pas. Toujours est-il qu'il me reste une bonne marge de progression, alors si vous avez des suggestions à me faire, eh bien mes réseaux vous sont ouverts. Et maintenant, pour me donner un genre, je vais couper la vidéo brutalement.